Vulgaire et sincère, épisode 4. Le mensonge circulaire de l'industrie du fitness. Je suis assez fier de ce titre, je dois vous l'avouer. En tant que, du coup, acteur de cette industrie du fitness, puisque moi-même, coach sportif, finalement, à la tête d'une entreprise renommée de perte de poids spécialisée, donc en troubles du comportement alimentaire, en accompagnement à la perte de poids durable, etc. Je pense que je suis bien placé pour parler de cette saloperie d'industrie qui, en fait, à votre insu, a besoin que vous restiez gros. Voilà. Tout le problème de cette industrie, c'est qu'en fait, elle prétend être là pour vous aider à perdre du poids, mais en réalité, elle est là pour que vous repreniez ce poids-là et que vous n'arriviez pas à vous en sortir. Elle est là pour que vous soyez abreuvé d'images qui vous gardent dans une insécurité permanente par rapport à votre corps. Et elle est là pour que vous continuiez d'utiliser des solutions qui sont extrêmes et qui, malheureusement, vous amènent systématiquement à des retours en arrière. Pour que, de nouveau, vous fassiez appel à cette industrie pour vous aider. C'est un serpent qui se mord la queue. C'est un cercle vicieux. C'est sans fin. Jingle. Il n'y a pas de jingle, donc. Donc, je vais vous parler de plusieurs choses aujourd'hui. Mais je dis ce que je veux. Si je veux zozoter, je zozote. D'ailleurs, on va faire 1 heure de podcast en zozotant aujourd'hui. Bon, on se calme, s'il vous plaît. Donc, je vais vous parler de plusieurs choses. On va parler de métabolisme, on va parler de perte de gras, de perte de poids, la différence entre les deux. On va parler de maintien musculaire. On va parler de perte de poids réussie, de perte de poids ratée. Et on va parler aussi du mensonge, du coup, derrière l'industrie du fitness. C'est un mensonge un peu globalisé, mais qui est en même temps protégé par tous ces acteurs de cette industrie. Donc, c'est assez intéressant, parce que c'est un peu un mensonge collectif, quoi. Un mensonge collectif inconscient. Ouais, c'est fou ce que je raconte, c'est des dingueries ce que je raconte. Bref. Alors, d'abord, la première partie, j'ai envie de vous parler de comment on fait une perte de poids réussie. Et voilà, j'ai pas envie de vous passer 3 heures à dire ouais, je vous dirai à la fin comment ça marche et tout. Non, on va attaquer directement le vif du sujet. C'est quoi une perte de poids réussie? Par définition, une perte de poids réussie, déjà, c'est pas forcément une perte de poids. Okay, c'est plus une perte de gras. Et c'est une distinction qui est importante parce que les gens disent je perds du poids. Et c'est déjà la première erreur qu'on veut faire parce que perdre du poids à tout prix, c'est pas forcément très sain. Parce que dans le poids, il peut y avoir plein de choses. Il peut y avoir de la masse sèche, c'est-à-dire la masse musculaire. Il peut y avoir la masse grasse. Il peut y avoir des fluides. On peut aussi s'amputer. On se coupe un bras, on perd du poids. Bon, vous voyez ce que je veux dire en fait. Donc en réalité, c'est un abus de langage de dire qu'on veut perdre du poids parce que ce qu'on veut réellement perdre, c'est du gras. C'est ça qu'on veut perdre. Donc, une perte de poids réussie, par définition, c'est une perte de gras, quand on a réussi à se débarrasser de la masse grasse. Ça veut dire qu'en fait, quand on va organiser cette perte de poids, de perte de gras, on va se focaliser sur les façons d'éliminer la masse grasse, mais surtout de garder la masse musculaire. Donc, un des piliers d'une perte de gras réussie, c'est une perte de gras qui est faite avec un maintien maximal de la masse musculaire. C'est pour ça que la musculation est un des moyens les plus efficaces et probablement le plus efficace pour réussir sa perte de gras. Paradoxalement, on pense directement pourtant aux calories, au cardio, mais en réalité, c'est le fait de maintenir cette masse musculaire à travers un travail de résistance, donc la musculation. Ça marche aussi avec d'autres sports, le crossfit qui fait aussi du travail de résistance par exemple. Mais c'est à travers ce travail de résistance-là, du coup, qu'on va maintenir la masse musculaire. Et je vais vous expliquer le pourquoi c'est important de maintenir sa masse musculaire. Mesdames, vous arrêtez de parler au fond de la classe. Merde! Non, je déconne. Mais pourquoi je dis mesdames? Parce que souvent, il y a déjà une fausse croyance qui circule. C'est que le physique musclé, c'est masculin, et le physique fin et longiligne, c'est féminin. C'est de la merde, cette pensée, parce qu'en réalité, si le corps féminin est capable de développer de la masse musculaire, c'est qu'il est fait pour ça. Et peut-être pas autant que la masse musculaire masculine, qui du coup est boostée par la testostérone, mais si le corps de la femme peut avoir les muscles, c'est qu'il a été aussi créé pour ça. Donc déjà, il faut se débarrasser de la pensée qu'un corps de femme, c'est forcément un corps qui est dénué de muscles. C'est pas vrai. La masse musculaire squelettique, elle est d'abord fonctionnelle, elle n'est pas là pour l'esthétique, elle est là pour justement actionner le squelette, et elle est là aussi pour, dans la longévité, pouvoir continuer à vous permettre de faire des activités qui demandent justement de l'engagement musculaire. À savoir marcher, sauter, s'asseoir, se lever, soulever des choses. Et ça, vous avez envie de pouvoir le faire jusqu'à la fin de votre putain de vie, bordel! Pourquoi être longiligne si à 52 ans, tu te pètes le bassin, tu vois, et que tu peux plus marcher? Non, autant avoir un peu plus de muscles, tu vois, et pouvoir marcher jusqu'à tes 70 balais, bref, 80 balais, 90 balais. Courir à 95 ans, ce serait génial. Bref, pardon, je suis en train de m'éloigner là. Donc, pourquoi la masse musculaire déjà, c'est important? Pour pouvoir actionner le squelette et pour pouvoir vous garder en bonne santé longtemps. Mais d'un point de vue de stricte perte de poids, c'est extrêmement intéressant d'avoir plus de masse musculaire parce que la masse musculaire augmente le métabolisme. Le métabolisme, c'est quoi, me direz-vous? Ou alors peut-être que vous pensez que vous savez ce que c'est, mais vous ne savez pas ce que c'est.
C'est pour ça que je vous demande de vous taire. J'ai la connerie aujourd'hui. Il va être plus vulgaire que sincère aujourd'hui ce podcast. Bref. Donc, qu'est-ce que je disais? Que la masse musculaire est importante pour augmenter le métabolisme. Pourquoi? Le métabolisme, c'est le nombre de calories que vous dépensez au repos. C'est-à-dire que vous ne faites rien et votre corps dépense des calories pour pouvoir mettre en place tous les mécanismes qui se passent dans votre corps. Que ce soit la digestion, le maintien de la masse musculaire, justement, le fonctionnement des organes, la fonction cognitive, etc. Ça dépense des calories. Donc même si vous restez allongé dans un lit à rien foutre, hein, et je sais que beaucoup d'entre vous le font, un missile, je sais pas pourquoi, et bien votre corps dépense des calories. Ça veut dire que quoi qu'il arrive, vous avez une dépense calorique, qui certes n'est pas extraordinairement haute, mais qui pourtant constitue un gros pourcentage de ce que vous dépensez au quotidien. C'est-à-dire que simplement pour vous maintenir en vie et fonctionner, le corps, il va dépenser un certain nombre de calories relatifs à plusieurs stats, c'est-à-dire votre poids, votre âge, votre sexe, votre quantité de masse musculaire aussi. Mais c'est à savoir que ces calories en fait constituent l'essentiel de ce que vous dépensez. Et à ça vont se rajouter plusieurs autres choses, au métabolisme donc. Vont se rajouter l'activité passive, le fait que vous déambuliez comme ça, tous les gestes que vous faites. Là, le podcast que je suis en train de faire, le fait de parler, le fait de bouger mes bras, etc. Ce que vous ne voyez pas sur Spotify Creator, mais que vous voyez du coup sur YouTube si vous me regardez. Ça, c'est de l'activité passive. Ensuite, on va rajouter à ça la digestion. Ce que vous mangez, ça demande aussi au corps un effort, du coup, par la montée de la température corporelle, pour digérer. Ça aussi, ça dépense des calories. Pas énormément, c'est environ 10% du total, mais ça reste quand même quelque chose qui dépense de l'énergie. Ensuite, il y a quoi? Il y a le sport. Donc, quand vous faites du sport, donc ça, c'est de l'activité intentionnelle, l'activité physique intentionnelle. Donc, le sport, crossfit, musculation, sport de chambre, peu importe. Ça aussi, ça dépense des calories, mais tellement peu, on est aussi sur du 5 à 10% du total. C'est-à-dire que si on prend un chiffre simple, imaginons que vous dépensez 2000 calories par jour au total, sur ces 2000 calories, en général, le sport, ça va représenter que 200 ou 250. C'est pour ça que c'est illusoire de vouloir faire plus de sport pour pouvoir brûler la masse grasse qui est en trop. Parce qu'il faudrait faire énormément de sport pour pouvoir brûler suffisamment de masse grasse de manière régulière pour arriver à vraiment déclencher une perte de poids. Souvent, on va plutôt acter sur l'activité passive, le fait de marcher plus, pour pouvoir dépenser plus de calories. Ou alors baisser un peu les calories pour pouvoir se rapprocher du coup d'un déficit calorique. Pourquoi je vous explique tout ça? Parce que du coup, pour en revenir au point précédent, la masse musculaire, plus vous en avez, plus votre métabolisme augmente, parce que plus votre corps va dépenser de calories pour la maintenir. Donc en gros, si vous êtes très musclé, vous dépensez plus de calories au repos. Donc vous pouvez manger davantage. Si vous êtes moins musclé, et donc plus longiligne, comme le veulent tous ces standards de beauté de mes couilles, qui veulent que les femmes soient gaulées comme des baguettes, si vous avez très peu de masse musculaire, par définition, vous dépensez moins de calories. Et ça veut dire que vous pouvez manger moins. Et du coup, c'est plus compliqué de perdre du gras quand on peut manger moins. Donc vous avez tout intérêt, toute votre vie, à développer de la masse musculaire. Pas pour ressembler à Hulk. Mesdames, je vous rappelle qu'il y a des mecs qui passent leur vie à essayer de ressembler à Hulk et qui ne ressemblent à rien. Moi, j'ai fait partie de ceux qui voulaient avoir le plus de masse musculaire possible. Regardez comment je suis gaulé. Oui, j'ai des épaules qui sont pas si mal, j'ai un peu de bras, etc. Mais je suis loin d'être un monstre de masse musculaire qui fait 90 kg sec. Là, je fais 70 kg pour 1m72. Donc, j'ai même pas passé... vous voyez ce que je veux dire, quoi. Je suis pas énorme. Et pourtant, j'ai essayé de m'y mettre. Donc, mesdames, n'essayez pas de pain. Ne vous laissez pas avoir par cette pensée complètement tirée par les cheveux que vous allez vous mettre à faire de la musculation et que vous allez exploser musculairement et vous transformer en homme, avoir de la beubare qui pousse. C'est pas comme ça que ça marche. Vous pouvez faire autant de muscles que vous voulez. Vous n'aurez pas de transformation physique masculine. Vous n'aurez pas de vous n'aurez pas de... C'est les stéroïdes qui font ça. C'est pas la masse musculaire. La seule chose qui peut se passer, c'est que vous développiez de la masse musculaire et que si dans le processus vous trouvez que vous en avez trop, vous pouvez vous arrêter simplement. Et du coup, vous allez perdre la masse musculaire. C'est aussi simple que ça. Vous pouvez aussi organiser votre entraînement de manière à ce que vous ne preniez pas trop de muscles sur les zones que vous ne voulez pas développer. Vous voulez pas avoir des énormes pecs et des énormes bras, vous limitez le volume sur les bras. Vous voulez avoir un énorme popotin et des belles cuisses, vous mettez plus de volume sur le popotin et sur les cuisses. Voilà. C'est comme ça que ça marche la musculation. Voilà pour mon point sur le métabolisme. Plus vous avez de masse musculaire, plus votre métabolisme est élevé, donc plus vous pouvez manger, donc plus ça va être facile de perdre du gras, parce que ce sera moins punitif quand vous enlèverez des calories, parce que vous en avez plus de disponibles. Est-ce que ça fait sens, ce que je vous dis là? De toute façon, vous ne pouvez pas répondre, c'est préenregistré, et de toute façon, c'est pas comme si c'était en live. Vous n'êtes pas... Pour ceux qui ont posé des questions là dans le cours du podcast, je ne peux pas y répondre. C'est pas du direct. Bon. De toute façon, si vous en êtes là, vous pouvez arrêter ici, vous comprendrez rien à ce qui va arriver après. J'ai une connerie, putain. Excusez-moi. Donc une perte de gras qui réussit, c'est quand on arrive à dégager du gras, à maintenir la masse musculaire
Et malheureusement, et c'est là qu'il y a énormément de gens qui ne sont pas prêts pour cette vérité-là, une perte de gras qui est réussie, généralement, ça demande une modification, je l'ai écrit la phrase parce que je trouve ça stylé, une modification profonde des habitudes alimentaires et donc de votre vie personnelle. Pourquoi ? Parce que généralement, ce qui vous amène à avoir du poids en trop, sauf élément extérieur brutal qui vient modifier drastiquement certaines choses en vous, par exemple une grossesse qui fait que vous êtes subitement beaucoup moins active et beaucoup plus affamé, ou par exemple un traitement qui fait que vous avez des signaux de faim qui sont accrus et qui vous rend davantage inactif, ou par exemple un traitement pour la dépression qui fait qu'on vous demande de rester chez vous et de ne pas trop forcer, du coup vous avez une activité qui chute et vous avez peut-être plus de temps pour manger, vous grignotez de manière inconsciente. Toutes ces choses extérieures-là qui vont faire que vous allez avoir des modifications profondes dont vous ne vous rendez pas compte. Si on met tout ça de côté, on va en reparler, mais si on met tout ça de côté, généralement, ce qui vous amène à prendre trop de poids, c'est un style de vie. C'est le style de vie que vous avez qui vous amène à consommer trop de calories. Peu importe que ce soit parce que vous mangez d'une manière qui est trop calorique dans le choix de vos aliments, peu importe que ce soit parce que vous ne bougez pas assez pour pouvoir brûler les calories que vous mangez, peu importe que ce soit parce que vous avez souvent faim ou parce que vous avez des faims émotionnelles ou des TCA, c'est ce style de vie qui fait que vous vous amenez à prendre du poids. Donc, par définition, si on veut réussir à perdre du poids de manière durable, il va falloir faire des modifications profondes et durables sur votre style de vie. Ça va complètement à l'encontre de ce qu'on raconte sur les pertes de poids en général, parce que les pertes de poids, ce qu'on veut vous vendre, c'est une perte de poids qui est basée sur un délai. C'est-à-dire, on va vous dire tant de kilos en tant de temps, c'est ça notre promesse, etc. Mais c'est complètement arbitraire, parce que les gens vous promettent ça sans connaître votre style de vie. Donc, c'est forcément basé sur non pas une adaptation de vos styles de vie et une modification pour un résultat durable, mais sur l'imposition de quelque chose qui va être strict et qui va être unilatéral pour tout le monde et qui du coup ne collera pas pour tout le monde. Et malheureusement, dans l'écrasante, si ce n'est la majorité, enfin si ce n'est l'entièreté des cas, quand on impose quelque chose qui ne colle pas au style de vie, les gens le tiennent pendant un moment et quand ils s'arrêtent, ils reprennent tout le poids. Et après, on se demande pourquoi ça marche pas. Donc, les modifications profondes du style de vie, ça veut dire, pour donner un exemple qui peut vous aider à comprendre, que quand on est alcoolique et qu'on essaie d'arrêter de boire, on va arrêter de passer tous ces samedis soirs au bar ou tous ces after-work au bar parce qu'on sait que la tentation va être permanente ici. C'est exactement pareil pour la nourriture. Si on sait que ce sont les grignotages qui nous font sans cesse grossir, on va essayer, quand on fait les courses, d'arrêter d'acheter tous ces produits qu'on met dans les placards et dont on sait qu'on va systématiquement les défoncer au bout d'un moment. C'est des modifications du style de vie. Ça ne veut pas dire qu'on enlève des choses sans réfléchir, mais ça veut dire qu'on essaie de cibler déjà où se trouvent les zones dans lesquelles on ajoute ces calories dont on n'a pas forcément besoin, qu'on a envie mais pas besoin. Et là, après, on va mettre en place des choses qui vont pallier, modifier. Par exemple, on n'achète plus des choses qui sont ultra palatables et addictives à mettre dans les placards. En revanche, on commence à faire un rituel, par exemple familial, d'aller tous les 2 jours, je sais pas, à la boulangerie pour acheter un cookie pour tout le monde. Voilà. Et au lieu de défoncer un paquet de cookies tous les soirs, eh ben on en mange un bon un peu plus calorique ponctuellement dans la semaine. Et ça fait une sortie et ça fait qu'on développe ce système de devoir aller se bouger son cul en fait pour pouvoir avoir quelque chose qui est extrêmement satisfaisant et très rapide. Ça, c'est un exemple parmi tant d'autres, hein, parce qu'il y a plein de gens qui vont avoir des problèmes d'alimentation qui sont liés à des troubles du comportement alimentaire, des phases de restriction et de culpabilité qui sont suivies ensuite par des phases de compensation. Donc, ce que je propose là comme idée, ça n'a rien à voir avec ces cas-là. Mais c'est pour vous dire qu'en fait, le but, c'est de trouver ce qui déconne, entre guillemets, et essayer d'y apporter des solutions spécifiques. C'est pour ça, putain, hein, qu'une perte de poids réussie, c'est pas une perte de poids où on impose un régime strict à tout le monde. C'est on analyse ce qui se passe, on regarde la structure et on essaie de modifier certains socles pour pouvoir amener à une nouvelle structure, une structure qui est durable. Et je m'énerve tellement que je mets un coup dans mon micro. Voilà. Ça, c'est une perte de poids qui est réussie. Mais après, de toute façon, à la fin du podcast, on va encore plus développer ce point-là. Mais c'est pour que vous sachiez où je veux en venir dès le départ. Maintenant, le sujet qui fâche, c'est quoi une perte de poids ratée? Je suis où? Sur mon PDF. Voilà. Une perte de poids ratée, c'est quoi? Une perte de poids ratée, c'est une perte de poids où déjà il y a une perte de masse musculaire. C'est une catastrophe, une perte de poids musculaire, je vous le dis, parce que par définition, quand vous perdez du muscle, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, et comme vous suivez, prenez des notes, hein, parce qu'après il y aura une interro de toute façon. Quand vous perdez de la masse musculaire, vous ralentissez votre métabolisme. C'est-à-dire que moins vous avez de masse musculaire, moins votre corps dépense de calories au repos. Donc,
le fait de ne pas maintenir sa masse musculaire, effectivement, ça fait tomber le poids sur la balance, mais ça fait aussi ralentir votre métabolisme. Et ça veut dire que quand vous allez atteindre votre poids cible, c'est-à-dire qu'imaginons vous partez de 80 kg, vous voulez absolument arriver à 60 kg, vous perdez 20 kg, et il y a peut-être du gras, mais il y a aussi du muscle, et ça fait que le nombre de calories que vous devez manger pour maintenir ces 60 kg est extrêmement bas. Donc, vous avez beaucoup plus de chances de reprendre du poids, et non seulement de reprendre du poids, mais de le reprendre vite et d'en reprendre encore plus. Et ça risque de vous ramener ça à un point encore plus éloigné. Par exemple, vous êtes parti à 80, passé par 60, arrivé à 85. Et là, du coup, c'est de nouveau une envie de faire un régime extrême. Et vous repartez dans un régime encore plus strict, vous perdez encore plus de masse musculaire. Parce que vous voyez le putain de cercle vicieux dans lequel vous vous mettez. Voilà. Donc, pour éviter ça, déjà, il faudrait de base maintenir la masse musculaire. Donc, étape 1 de la perte de poids ratée, on perd la masse musculaire. Ensuite, donc le métabolisme ralentit. Deuxièmement, on ne modifie aucune des habitudes de vie. C'est-à-dire qu'on va temporairement appliquer une phase de restriction, genre, et là on introduit tous les régimes qu'on veut, à la con, que je déteste, hein, parce que, alors ça c'est un autre problème, mais on a décidé dans ce monde de merde et cette industrie à la con, d'appliquer des styles d'alimentation, c'est pas pareil, des styles d'alimentation, que des méthodes de perte de poids. C'est pas la même chose, mais on dit que c'est la même chose dans cette industrie à la con. Genre, je veux perdre du poids, allez, je vais faire une petite diète cétogène. Voilà, donc on commence à enlever les glucides. Ah, je veux perdre du poids, voilà, je vais faire le no carb. Pareil, on enlève les glucides. Je vais faire le carnivore, voilà. Toutes ces, ou alors je vais faire le jeûne intermittent. Tout ça, c'est des styles d'alimentation qui peuvent être recommandés à certains types de personnes, qui ont certains besoins et pas d'autres, qui ont certaines intolérances et pas d'autres. Mais l'entièreté de ces putains de styles d'alimentation, généralement, rendent beaucoup plus difficile le fait d'être en surplus calorique parce qu'on enlève des catégories entières d'aliments. Ben oui, forcément, si on retire toute forme de glucides, par définition, il n'y a plus le droit de manger des pâtes, il n'y a plus le droit de manger des cookies, il n'y a plus le droit de manger du sucre, il n'y a plus le droit de manger, 95% des choses sur lesquelles, en général, vous allez binger. Donc forcément, c'est facile de perdre du poids. Mais ça ne règle pas le problème. Parce que si je vous pose la question, est-ce que c'est réaliste de ne plus jamais, de toute votre putain de vie, manger un seul petit morceau de sucre? Si vous me dites oui, c'est réaliste, ben vous mentez. Et je suis désolé, vous mentez, parce que les stats parlent d'eux-mêmes. Tous les gens qui font ça, en général, reprennent du poids. Ou alors, il y a quelques cas d'exception qui arrivent à perpétuellement ne plus jamais manger de glucides. Très bien pour eux. Mais la mauvaise nouvelle, c'est que notre corps n'est pas fait, malheureusement, pour ne manger aucune glucide. C'est à tel point que quand on ne mange que des protéines et des graisses, donc, c'est donc le principe de la diète carnivore, le corps va finir par... Enfin, quand le corps rentre en cétose, il va commencer à transformer les graisses et les protéines en glucose dans le sang pour pouvoir s'en servir comme énergie. C'est à ce point-là que le corps a besoin de glucose. C'est notre source d'énergie. Donc si on ne lui en donne pas, il va les transformer. Et vous allez me dire, mais c'est super, ça veut dire qu'on a juste qu'à bouffer protéines et graisses, le corps fait le reste du taf. Ouais, mais ça demande tellement d'efforts aux organes du corps que ça n'est pas du tout positif sur le long terme, parce que c'est une dépense extra, et c'est pas parce que le corps arrive à survivre dans ces conditions qu'il vit de manière optimale. Et ça, c'est une distinction que beaucoup de gens n'arrivent pas à comprendre. C'est pas parce que tu survis que tu vis bien. C'est comme pour le sommeil. Ouais, je fonctionne super bien avec 5 heures de sommeil. Ouais, mais c'est pas parce que tu fonctionnes avec 5 heures de sommeil que tu vis bien avec 5 heures de sommeil. Les études le prouvent de manière universelle. On s'en fout de comment tu te sens sous 5 heures. Tu as besoin de plus. Personne sur Terre, à part quelques anomalies génétiques qui sont de l'ordre de 0,0001% de la population, ont besoin de moins de 7 heures. Ouais, c'est-à-dire que la majorité, c'est au moins 7 heures. 7 jusqu'à 9, 10. Voilà, c'est ça la variable. La moyenne, on nous dit 8 heures parce que c'est la moyenne entre 7 et 9. Mais les gens qui disent je fonctionne sous 5 heures, ouais, c'est bien, mais tu augmentes tes capacités, enfin tes potentiels risques de problèmes cardiaques au fur et à mesure, tu augmentes tes risques d'Alzheimer, tu augmentes tes risques de blessures, tu augmentes tout, ok? Ton cortisol, il pète l'échelle, c'est pour ça que tu tiens d'ailleurs, mais sur le long terme, c'est pas viable. Donc voilà, le fait de dire oui, je fonctionne bien en cétose, je bouffe le glucide, tout va bien, oui, c'est pas parce que tu vois pas de problème là-dessus qu'il y en aura pas plus tard. Donc, c'est important de se rendre compte quand on veut perdre du poids que toutes ces méthodes à la con là, qui sont des styles d'alimentation et qu'on applique pour pouvoir mettre du coup une restriction calorique, c'est juste une solution tampon qui va durer sur un temps très court. Parce que ça, en fait, du coup, ce que ça fait, pour revenir à mon point de la perte de poids ratée, ce que ça fait, c'est que ça va empêcher d'apprendre quoi que ce soit sur l'équilibre alimentaire, ce qui devrait pourtant être le but premier. Quand on parle de rééquilibrage alimentaire, on ne parle pas de « ah, tu manges pas équilibré, on va faire en sorte de te faire manger équilibré ». La vraie définition du rééquilibrage alimentaire, c'est on va trouver ton équilibre entre ce que tu veux, ce que tu aimes et ce que tu as besoin. Et c'est ça l'équilibre. L'équilibre, c'est pas l'alimentation parfaite par excellence. C'est l'alimentation qui marche parce que tu arrives à la tenir jusqu'à la fin de tes jours. Je veux dire, c'est pas pareil.
Est-ce que vous avez entendu parler de l'orthorexie? Alors, c'est pas du tout un spot publicitaire, on dirait que je vais vous parler d'un truc. L'orthorexie, c'est le fait d'être tellement obsédé par le fait de manger clean qu'on n'arrive même plus à manger la moindre chose qui, par définition, ne l'est pas forcément. Donc, on bannit tout ce qui est transformé. Je vous rappelle qu'une compote, c'est transformé. Hein. Si vous avez peur d'une compote parce que c'est transformé, on va avoir des soucis, les mecs. Donc, vous ne mangez plus rien de transformé parce que vous avez peur de ne pas manger healthy. Et en fait, c'est tellement extrême comme façon d'être obsessionnel sur la bouffe, que ça vous rend malheureux. Ça vous fait péter le cortisol parce que vous êtes stressé en permanence. Ça vous empêche de développer une vie sociale parce que vous avez peur d'aller à l'extérieur et de consommer des choses que vous n'avez pas préparées vous-même. En fait, ça ruine votre vie sous prétexte de vous donner une alimentation qui est clean. Donc, si une alimentation clean, ça ruine votre vie sociale, votre santé mentale, est-ce que c'est vraiment une alimentation qui est clean? Et la réponse, c'est non, putain de sa race. Ok? Donc, rééquilibrage alimentaire, réussir à intégrer ce qu'on aime de manière à ce que ça ne nous détruise pas et que ça nous permette de fonctionner bien, d'être en bonne santé, tout en maintenant les besoins sociaux et les petits plaisirs occasionnels. Parce que sur le très long terme, il vaut mieux regarder l'entièreté de la chose et voir ce qui fonctionne bien au global, plutôt que d'essayer d'obséder sur les putains de détails. Voilà, ça c'est l'équilibre. Donc, quand vous faites des restrictions alimentaires rapides pour pouvoir perdre du poids le plus vite possible, vous n'apprenez que dalle sur l'équilibre. Vous apprenez simplement à enlever des catégories d'aliments. Qu'est-ce que ça va faire ça? Ça fait que premièrement, vous allez avoir une perte de poids qui est effectivement rapide, puisque vous enlevez des aliments, donc vous allez être content. Oh putain, ça marche bien! Et ça va être le résultat qui va vous permettre d'avancer. Sauf qu'arrivera un moment, un coup dur, la vie normale, où vous allez vous sentir peut-être fatigué, il va y avoir une mauvaise nouvelle, où il y a simplement cette connasse de la compta qui va débarquer avec un sac rempli de viennoiseries, et vous allez vous dire « Oh putain !» Et c'est sur des moments comme ça, en fait, que vous allez être mis à mal, et généralement, vous allez craquer. Et quand vous allez craquer, vous n'allez pas craquer genre « Oh, je mange un chocolat et je m'arrête », vous allez défoncer tout ce que vous avez sous la main, parce que votre corps va vous envoyer un signal. C'est même pas juste vous et votre volonté, c'est votre corps qui vous dit on est tellement en PLS depuis des jours avec la restriction et pas de glucides et qu'on n'en peut plus là, que là, il y a des glucides, on va en bouffer le maximum possible pour survivre, ta race. Parce que ton corps, il sait pas que tu es en train de regarder des TikTok là où tu vois des abdos partout et que c'est en train de te rendre taré. Ton corps, il comprend que tu le restreins et du coup, il te dit ouais, si on continue comme ça, on va mourir. Du coup, il te dit, par opposition, dès qu'il y a possibilité, on va manger le plus de calories possible parce que la phase de restriction de la prochaine fois, là, je veux qu'on soit préparé pour pouvoir l'affronter. Oui, vous préparez à avoir des réactions physiologiques extrêmes quand vous vous restreignez. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Votre corps, il est plus bête que vous, mais il est beaucoup plus intelligent. Hein, il vous dit en fait que si vous vous restreignez, il aura envie de manger encore plus. C'est exactement ce qui se passe au niveau physiologique quand vous vous restreignez pendant longtemps. Vos signaux de faim augmentent et vos signaux de satiété ralentissent. Ça veut dire que votre corps, de manière parfaitement alignée avec son instinct de survie, va vous augmenter les signaux qui vous permettent de vous alimenter pour survivre et vous baisser ceux qui vous permettent de ralentir sur la bouffe parce que le corps réagit simplement dans cet instinct de survie. Vraiment, je le répète, mais votre corps, il s'en bat les couilles des standards que vous avez dans votre tête et comment vous vous voyez par rapport à des nanas qui sont sur les magazines. Votre corps, il fait ce qu'il fait de mieux, c'est qu'il adapte son système pour vous envoyer des signaux, pour vous dire ce qu'il a besoin. Et si vous écoutez pas ce que votre corps il a besoin, forcément, eh ben, vous allez en chier. Ouais, vous allez en chier toujours. Bref, tout ça pour dire que les pertes de poids qui ne marchent donc pas, c'est des pertes de poids qui sont basées sur la restriction parce que vous n'apprenez que dalle. Alors qu'il faudrait que vous appreniez justement à intégrer les choses que vous aimez bien, à ce qu'il n'y ait pas de frustration quand vous mangez, que vous ne vous sentiez pas coupable quand vous mangez. Putain, regardez, ça fait 6 mois, je crois, que j'ai arrêté de compter les calories parce qu'avant j'avais un coach. Ça, j'en parlerai dans un autre podcast, mais j'ai passé plusieurs années à me demander s'il n'y avait pas un truc qui déconnait chez moi, parce que sommeil aux fraises, stagnation dans mes performances malgré une optimisation de mon entraînement, de ma nutrition, etc. À me demander s'il n'y avait pas un truc qui déconnait. Effectivement, après avoir fait un bilan sanguin, il y a un truc qui déconnait. Et je suis suivi par une clinique aujourd'hui, justement, pour pouvoir combattre ce problème. Mais bref, tout ça pour vous dire que du coup, j'en étais arrivé à un point où j'avais pris un coach professionnel et tout. Oui, moi, coaché par un coach. Je vous emmerde si vous ne comprenez pas. Pardon. Et du coup, j'ai compté les calories pendant un moment. Et qu'est-ce que j'ai appris là-dedans? J'ai appris encore plus sur moi-même, sur mes signaux de faim. Et surtout, j'ai désappris à écouter mon corps. Parce que j'écoutais le plan calorique et j'écoutais pas mon corps. Pour moi, compter les calories, c'est très bien parce que ça permet d'apprendre, mais au-delà du seuil d'apprentissage, ou alors d'accompagnement jusqu'à l'objectif, si vous avez un objectif précis dans un cadre de compétition, par exemple, je ne pense pas que c'est un truc qu'il faut continuer au long terme. Parce que vous devez, au final, à la fin, être capable d'écouter vos signaux de faim et que ces signaux de faim guident votre maintien de poids. Et j'en viens à mon point en disant ça. Ça va faire 6 mois que j'ai arrêté de compter les calories et que mon poids se maintient.
Et pourtant, j'ai ajouté et retiré toutes sortes de variables. Depuis que j'ai déménagé, je marche plus 10 000 pas par jour, je marche 5 000 pas par jour en moyenne. Mais je fais plus de surf, donc il y a moins de dépenses, mais il y a plus de dépenses. Donc en fait, il y a plein de choses qui ont bougé. Mais vous savez quoi? En écoutant simplement mes signaux corporels, mon poids se maintient. À quelque chose près. Je dis pas qu'il se maintient parfaitement toutes les semaines, mais je suis à plus 1 kg, moins 1 kg. Je retiens un peu de flotte, je repère un peu de flotte. Et c'est ça la vie en fait. On est un organisme vivant et c'est illusoire de se dire je vais rester à 70,00 tout le temps, tu vois. Pourquoi? Qu'est-ce qu'on s'en branle en fait? Ça fait quoi si t'as un peu de gras un matin et t'en as un peu moins le lendemain? On s'en bat les couilles. Ça veut dire que ton corps il fait son taf. Tu manges un peu plus, il absorbe, tu manges un peu moins, il dépense. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Donc c'est ça l'objectif. Donc le fait d'arrêter de compter les calories, ça m'a définitivement mis en alignement avec mes réels besoins. Et c'est ça votre objectif sur le long terme. C'est pas seulement la perte de poids et la perte de gras. C'est qu'après la perte de gras, vous soyez tellement en phase avec vous-même que vous n'ayez plus besoin de signaux extérieurs pour pouvoir définir ce que vous avez besoin. Que ce soit votre image comparée aux autres, que ce soit le comptage des calories, que ce soit mes couilles sur la commode. Vous ne devriez pas, dans le futur, vous sentir contraint de manger moins ou manger plus à cause d'un signal intérieur. Ça devrait être le signal, un signal extérieur, pardon. Ça devrait être les signaux intérieurs qui dictent votre comportement dans votre assiette. Voilà, une énorme tangente. C'est même plus une tangente en fait. Là, j'ai pris une vague, je me suis retrouvé sur une autre plage. Je fais genre, parce que je surfe un peu maintenant, tu vois, je fais genre, je fais des. Allez, ferme ta gueule. Donc, ça, c'était pour opposer la perte de poids réussie et la perte de poids ratée. Maintenant, on va parler du mensonge de l'industrie du fitness, hein, et pourquoi tout ça n'est pas laissé au hasard en réalité. Et je terminerai par une espèce de petite présentation, hein, un peu improvisée, hein, la one again comme ça, sur comment réussir une perte de poids, vraiment avec des trucs applicables. Mais d'abord, le mensonge de l'industrie du fitness. Jingle numéro 2. Il n'y a pas de jingle donc. Vous rapportez de l'argent à l'industrie en étant gros. Pourquoi? Parce que quand vous êtes gros, et j'aime bien dire que vous êtes gros parce que j'ai l'impression qu'aujourd'hui, tellement, on est tellement devenu susceptible à l'utilisation de certains termes qu'on ne se permet plus de le faire. On peut être gros, on peut être maigre, on peut être grand. Ce n'est pas un jugement de valeur de personne, c'est simplement un constat corporel. Et moi, je sais pas. Je sais pas. Est-ce que ça dérange des gens quand je dis est-ce que vous êtes gros, hein? Bref, ça c'est un débat qu'on pourrait avoir d'ailleurs. Mais en tout cas, si ça choque des gens, j'en suis désolé. Votre cycle rapporte de l'argent, votre obésité rapporte de l'argent. C'est-à-dire que si vous êtes en surpoids et que vous avez du mal avec votre surpoids et votre image corporelle, vous êtes plus susceptible d'aller vers des solutions qui sont extrêmes. C'est-à-dire que c'est quoi qu'on vend en premier quand on parle de perte de poids dans cette industrie de méburne? On vend toujours la perte de poids avec une durée. C'est-à-dire qu'on vous fait croire que la métrique la plus importante de la perte de poids, c'est le temps que ça a pris pour la mettre en place. Et c'est complètement faux. C'est probablement la donnée la moins importante. Pour plusieurs raisons. La première raison, c'est que vous n'êtes pas arrivé au poids, au surpoids dans lequel vous vous trouvez dans un temps très court. C'est très très rare. Et donc généralement, c'est illusoire de vouloir perdre ultra rapidement un truc qu'on a accumulé progressivement. Ça veut dire que déjà on marche à l'envers. On veut des solutions rapides pour des problèmes de long terme. C'est con. C'est con parce qu'on ne prend pas conscience que ce qui est le plus important, au final, c'est de perdre de poids et de maintenir son poids ensuite. On a l'impression que ce qui est le plus important, c'est de régler le problème le plus vite possible. C'est con, mais pourquoi on a besoin que subitement ça aille vite? Genre, ouais, j'ai été obèse, j'ai été gros pendant si longtemps, maintenant je veux que ça change maintenant. C'est-à-dire que la décision elle est prise, il faut que ça aille vite. Non, c'est un processus qui t'a amené jusqu'ici. Maintenant, il faut accepter que ce processus-là, ben, il prendra peut-être un peu de temps s'il va être bien fait. Et je sais que ça peut paraître un peu arbitraire et culpabilisateur ce que je dis, parce qu'il y a plein de gens qui ont pris du poids, malgré, c'est pas un choix conscient de prendre du poids. Je me doute bien que l'écrasante majorité des gens ne se dit pas, allez, je vais me mettre 20 kilos de plus parce que ça va me rendre la vie difficile et j'ai envie, quoi. Non, c'est un rapport à l'alimentation qui est compliqué, parfois c'est des troubles émotionnels, parfois c'est une situation en termes de travail, ça peut être une blessure, il y a plein de choses qui peuvent déclencher une perte de poids. Mais même physiologiquement, peu importe les raisons qui amènent quelqu'un à avoir plus de poids, c'est toujours physiologiquement un problème qui devrait être traité sur le long terme pour être durable, pour être réglé durablement. Donc,
Malheureusement, l'industrie, elle ne vous parle que de la durée. Ensuite, l'industrie, elle vous abreuve d'images de transformation physique. Ça, c'est la deuxième donnée que l'industrie vous donne, c'est-à-dire tant de poids perdu avec telle image, avec ceux des points de départ en tant de temps. Et généralement, on ne partage pas des transformations physiques qui ne sont pas impressionnantes. Parce qu'on veut encore une fois vendre un truc qui choque, qui accroche l'œil. Ça fait un effet boule de neige, parce que pour pouvoir se faire une place dans cette industrie à la con, il faut jouer le jeu de l'image, et du coup, il faut proposer des transformations physiques toujours plus incroyables. Et, et malheureusement, la plupart des coachs le font. Et ils le font d'une manière qui est d'autant plus malhonnête, c'est-à-dire qu'on publie la transformation physique avec la photo et le temps que ça a pris, mais on ne parle jamais de ce qui se passe après. Moi, je pense que si on voulait vraiment être honnête sur la façon dont on fait perdre du poids aux gens, il faudrait qu'on publie le point de départ, le point d'arrivée, ouais, pourquoi pas le temps que ça a pris, et ensuite l'update un an après, ou 6 mois après, pour dire, et voilà ce que mon client est devenu quand je l'ai lâché. Hein, et là, on se rendrait compte que 95% des clients qui ont perdu le poids ultra rapidement, ils l'ont repris. Parce qu'on les a mis sous une phase de restriction, on leur a fait beaucoup de cardio, et ensuite on les a lâchés sans suivi, parce qu'on savait que de toute façon, on s'en foutait, le fric est pris maintenant. Je fais un disclaimer, dans mon entreprise, nous, on ne fait pas de suivi après le suivi, mais quand même, notre diète envoie un petit message des mois après, genre comment tu vas, est-ce que ça se passe bien, etc. On n'est pas obligé de le faire, c'est pas compris dans le suivi, mais ce qu'on veut quand les gens partent de notre suivi, c'est qu'ils aient quand même une direction en tête et qu'ils sachent ce qu'ils ont à faire pour la suite. Parce que justement, quand on traite un problème un problème dans la durabilité, et qu'on ne se force pas à perdre le plus vite possible, eh ben, y a des chances pour qu'il y ait des gens qui ne fassent pas des pertes de poids fulgurantes. On a des clients qui ne perdent pas de poids dans le suivi. Oh mon Dieu, c'est un scandale, mais ils perdent pour perdre du poids. Fermez-la, j'ai pas fini de parler. On apprend aux gens à s'alimenter différemment. Quelqu'un qui arrive avec des grosses compulsions alimentaires, qui est sans cesse dans des phases de restriction et dans des phases de compensation. Quelqu'un qui s'interdit de manger sur un jour parce qu'il pense qu'il a trop mangé la veille et qui du coup va quand même manger le soir et défoncer tous ses placards parce qu'il finit par ne plus tenir. Quelqu'un qui n'arrive pas à écouter ses signaux de faim et ses signaux de satiété. Quelqu'un qui dissocie quand il mange et qui oublie qu'il est en train de manger. Quelqu'un qui a une pression sociale et qui du coup n'ose pas manger en public et qui du coup finit par manger de... La liste, elle est interminable. Et encore une fois, pourquoi on appliquerait le principe de la rapidité de perte de poids alors que le problème, il est même pas là-dedans. Le problème, il est clairement dans le comportement. Et c'est ça qu'il faut attraper en premier et traiter en premier. Parce que oui, toutes ces personnes-là comprennent parfaitement qu'on leur enlève la moitié de ce qu'ils bouffent, ils vont perdre du poids. Mais ça n'a aucun sens de faire ça. Il faut comprendre pourquoi il y a un problème, où est le problème, et trouver une solution pour régler ce problème. Et parfois, dans l'application des solutions, il y a même des reprises de poids. Ben oui, parce que les gens vont quand même avoir des compulsions alimentaires. Parfois, on réorganise les repas, on fait en sorte que les personnes se réalimentent de manière normale sur les repas. Et parfois, il y a quand même des compulsions qui se poursuivent. Du coup, le fait de manger sur des repas normaux plus d'avoir des compulsions, ben, ça entraîne du surplus calorique. Parfois, tu es là pour perdre du poids et tu prends du poids. Au début, mais en fait, on est en train de réaligner tes besoins. On est en train de te réapprendre à écouter ton corps. On est en train de te réapprendre à ne plus avoir de culpabilité quand tu manges sur un plat normal. Et au final, sur le long terme, ça va faire que tu vas de moins en moins avoir ces compulsions. Et ça va t'amener petit à petit à de la sérénité. Et donc, ça va couper ces cycles de restriction et de suralimentation. Et là, tu vas commencer à perdre du poids. Mais tu vas le perdre durablement. Et ça va être lent. Ça va être lent, mais ça va être ni stressant, ni rapide, ni basé sur une peur permanente de replonger. Parce que c'est cette construction du nouvel équilibre dont je parlais tout à l'heure. Et c'est ça pour moi une perte de poids qui fonctionne. Et donc ça arrive des fois que les gens ne perdent pas de poids sur le suivi, mais qu'ils sachent exactement ce qu'ils ont à faire pour la suite. Et dont on sait que dans les mois qui vont suivre, ils arriveront à perdre du poids parce qu'ils vont suivre la méthode qu'on leur a apprise en fait. Et c'est ça putain le but quoi. Le but c'est qu'ils ne fassent plus jamais appel à l'industrie du fitness. Puisqu'ils sont pas là pour tous les 2 mois revenir voir un coach et reperdre. Enfin, personne n'a besoin de trouver un coach pour qu'on lui dise ouais, bouffe 1000 calories par jour, tu vas perdre du poids. Perdre du poids, reprendre 25 kilos, trouver un autre coach qui lui dit de faire la même chose. Putain, mais ça, c'est un cycle sans fin, ça. Et pour continuer sur mon point précédent, donc la première métrique, c'est le temps dans lequel la transformation va être faite. La deuxième, ça va être la gueule de la transformation, à quel point c'est impressionnant, voilà. Et aujourd'hui, en plus, avec l'IA, on ne pourra plus discerner quoi que ce soit. C'est-à-dire que moi, je m'amuse de temps en temps à faire des vidéos et à les poster sur Instagram pour montrer à quel point on peut distorter une image. Distorter, je ne sais même pas si c'est un mot. Distort an image. I'm gonna finish the podcast in English, if you don't mind.
quoi. Mais du coup, ouais, je m'amuse à faire des vidéos IA de transformation physique pour montrer aux gens à quel point ça peut être facile de tricher. Maintenant, plus rien ne sera réel et donc on n'aura même plus besoin de faire ces transformations physiques pour pouvoir les publier. On aura juste à prendre une photo, par exemple une photo de moi-même, me faire apparaître obèse, me faire apparaître mince et dire j'ai fait ça en 2 mois. Il n'y a même plus besoin de se faire chier à avoir des vrais clients pour pouvoir vendre du coaching. Donc aujourd'hui, dans cet environnement-là qui est basé sur la rapidité, les résultats fulgurants, etc., on met le dernier clou dans le cercueil qui vous garde persuadé que les pertes de poids c'est censé être rapide, etc. Mais malheureusement, ça ne vous aide pas ça. Ensuite, il y a quand même un point aussi que je voulais aborder, c'est que l'industrie telle qu'elle est aujourd'hui, sur les réseaux, on a l'impression que c'est quelque chose qui gangrène et qui continue d'exister et de grandir. Mais en réalité, ce n'est qu'un recommencement de ce qu'on a déjà vu depuis les années probablement 70, je pense, dans toutes les théories et toutes les méthodes fumeuses qui étaient vendues dans les magazines et à la télé pour perdre du poids. Ça n'a absolument pas changé. C'est juste un éternel recommencement. Les régimes miracles, ça a toujours existé. Les méthodes fumeuses, ça a toujours existé. Les gens qui vous vendent 2 gouttes de vinaigre pour que votre purée elle sente la pisse et qui vous disent que ça va vous faire perdre du poids, ça a toujours existé. Les connards comme Herbalife, ça a toujours existé. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans un nouveau truc, quoi. On est dans un circuit qui marche très bien, qui fait énormément de pognon et qui continue d'en faire parce que maintenant, avec les réseaux sociaux, on a le pouvoir de rendre les gens encore plus mal vis-à-vis de leur corps. On a le pouvoir de les abreuver davantage de standards qui n'ont absolument aucun sens et qui du coup vont les pousser à faire appel à encore d'autres techniques qui sont toujours plus extrêmes. Des techniques qui maintenant commencent à tourner vers le pharmaceutique, c'est-à-dire qu'on banalise l'utilisation d'Ozempic, qui à la base est un médicament pour les diabétiques et qu'on va utiliser en fait comme méthode de perte de poids. Plein de gens ne pigent rien à ce que ça fait l'Ozempic. L'Ozempic, ça a comme propriété entre autres de couper la faim. Donc en gros, c'est pas que tu commences à brûler de la graisse, c'est juste que tu n'arrives plus à bouffer. Qu'est-ce que ça fait comme technique, ça? Si vous avez suivi ce que je vous ai raconté, si vous faites ça, vous arrêtez de bouffer, que vous ne faites pas de sport, vous ne maintenez pas votre masse musculaire, du coup, vous perdez de la masse musculaire, donc vous faites des pertes de poids spectaculaires, mais du coup, vous perdez tout le muscle que vous avez. Donc votre métabolisme, il ralentit drastiquement. Et qu'est-ce qui se passe quand vous arrêtez aux Olympiques et que vous recommencez à bouffer? Vous reprenez du poids. Vous reprenez du poids avec du gras, avec moins de masse musculaire, et donc vous allez être encore plus susceptible de prendre du gras par la suite, et ce sera encore plus compliqué d'en perdre ensuite. Donc le cercle vicieux, très bien fait, par ironie, on dirait que l'Ozempic, il est fait pour pouvoir coller à cette industrie au mieux possible. Et là, on est en train de se rendre compte des effets secondaires de l'Ozempic utilisés avec abus sur des gens qui n'en ont pas besoin, et c'est catastrophique. Il y a des gens qui sont aveugles, il y a des gens qui deviennent dépressifs. Enfin, c'est absolument catastrophique ce qui est en train de se passer. Et malheureusement, c'est pas prêt de s'arrêter parce que, bon, en France, c'est régulé, mais aux États-Unis, on a carrément des coachs Ozempic. Les mecs, ils se procurent de l'Ozempic, ils se disent coach Ozempic, Ozempic pour tout le monde, et les pertes de poids, elles sont fulgurantes comme ça. Encore une fois, après, ce qui se passe après la transformation physique et la photo, ça va les couilles. Hein, les gens, ils sont dans la merde, ils vont se suicider parce qu'ils ont repris du poids, mais bon, on s'en torche le cul parce qu'on a pris 200 balles. Voilà, c'est une industrie de merde. Un petit mot aussi sur... je citais Herbalife, je dis ces connards d'Herbalife, je veux quand même préciser, je pense sincèrement que c'est des connards. Pas les gens qui sont en bas de l'échelle et qui sont revendeurs et qui se font avoir, parce que c'est pas des connards, c'est juste des gens à qui on a réussi à verser le bon discours approprié dans la bonne oreille. C'est toujours une méthode qui, pour moi, n'a pas de valeur morale parce qu'on prétend qu'on est en train d'essayer d'aider les gens à perdre du poids avec une alimentation qui est plus fun, saine, avec leur shaker, etc. Mais en réalité, qu'est-ce qu'on fait? On les fait rentrer dans un circuit dont ils ne peuvent pas sortir parce qu'on les met en déficit calorique par l'utilisation de shakers qui sont hypocaloriques. Donc en fait, on enlève une partie de leur alimentation, donc ils perdent du poids, ces gens-là. Et surtout, on leur explique que... en fait, on leur fait comprendre, sans leur expliquer, que le but de leur présence dans ce système, c'est qu'ils restent le plus longtemps possible dans ce système. Vu qu'on se rend compte que les gens sont de plus en plus éduqués, et qu'ils se rendent compte que c'est peut-être pas juste le shaker qui font qu'ils perdent du poids, mais le déficit calorique, et qu'ils n'ont peut-être pas besoin de perpétuellement acheter un shaker à 200 balles pour pouvoir maintenir leur poids, quand ils se rendent compte de ça, ils n'ont aucune raison de rester. Donc qu'est-ce qu'on fait? On leur propose de devenir eux-mêmes revendeurs et d'initier leurs amis à ce produit à la con et de toucher des commissions. Ça veut dire qu'ils vont devoir consommer le shaker, mais s'ils ramènent suffisamment de monde, ils ne le paieront plus et ils toucheront de l'argent dessus. Ça veut dire que perpétuellement, les gens sont dépendants d'un produit qu'ils doivent acheter chaque mois. C'est profondément malhonnête, parce que si on devait rendre les gens autonomes et faire en sorte qu'ils sachent maintenir leur poids par eux-mêmes, ils n'auraient pas besoin de dépenser 200 balles dans un shaker tous les mois. Mais, industrie, parce que c'est le but d'Herbalife, c'est pas que les gens maintiennent leur poids, c'est que les mecs qui sont en haut de l'échelle se fassent le plus de fric possible.
Il faut qu'il y ait du monde sous Herbalife pour pouvoir maintenir ce système. Donc, on fait en sorte de ramener des gens à la cause. Et surtout, on se torche le cul avec la déontologie parce qu'on peut ramener tout et n'importe quoi. On peut ramener juste des gens qui ont fait une transformation physique. Moi, je me rappelle, j'avais été approché par une fille, super gentille, hein, une fille en surpoids, qui voulait m'expliquer comment perdre du poids avec les produits Herbalife. Qui elle-même, en fait, avait été abreuvée d'un discours manipulatoire et qui, du coup, allait faire partie de ce système au long terme. Et ça s'était passé comme ça. Je trouve ça extrêmement malhonnête parce que c'est aussi protégé par ceux qui croient donc, en ce système et ceux qui surtout se font du fric dessus. Donc le nombre de fois où j'ai été approché par des mecs d'Herbalife qui m'ont dit que si je me réveillais, je me rendrais compte que je pourrais toucher vachement plus de gens et me faire beaucoup plus de fric, ben moi c'est la preuve justement que ce système n'est basé que sur le besoin de faire du fric. Parce que si c'est ça la donnée qu'on me donne en premier et en dernier pour essayer de me convaincre que c'est bien, le fric que je vais me faire sur les gens, c'est que c'est pas la santé des gens qui est mise en premier, quoi. C'est le fait de se faire du fric. Malheureusement, moi, je suis un peu à l'inverse de ça. Déjà que je dors pas bien la nuit, j'ai pas envie de me rajouter la culpabilité de savoir que j'encule un paquet de gens, quoi. C'est pour ça que mon entreprise de coaching, justement, a à la fois ce défaut et cette qualité de ne pas vouloir faire de la transformation physique grandiloquente, parce on veut travailler pour aider vraiment profondément les gens à se réapproprier leurs propres signaux de faim, etc. Et donc c'est à la fois quelque chose qui fait qu'on ne peut pas faire partie de cette industrie à 100% parce qu'on ne peut pas jouer sur cette espèce de concours de transformation physique les plus rapides, etc. Mais c'est en même temps une qualité parce que je pense que c'est la preuve que ce qu'on fait, on le fait dans l'intérêt des gens et pas dans le nôtre. Évidemment, on veut gagner notre vie dessus. Évidemment, on veut avoir plein de clients. Évidemment, on veut avoir plein de fric, comme tout le monde. Mais on veut le faire en sachant que les gens ne vont pas nous rappeler. Pour moi, un coaching qui dure des années, il n'y a qu'une seule raison pour que ça existe, une seule bonne raison pour que ça existe, c'est que la personne veut être accompagnée sur le long terme, veut avoir quelqu'un avec elle pour pouvoir l'aider à prendre des décisions, à alléger la charge mentale, de l'entraînement, et c'est tout à fait recevable. Mais pour moi, c'est la seule raison. C'est la seule raison, c'est parce que le client veut être accompagné. S'il y a une autre raison pour que le client ait besoin d'un coach plus de 1 ou 2 ans, c'est que le coach se fait du fric sur le client parce qu'il garde le client ignorant en sachant très bien que s'il n'est plus là pour l'aider, le client est perdu. Et malheureusement, c'est comme ça que marchent beaucoup de coachs, mais je trouve ça catastrophique en fait, parce que c'est vraiment s'approprier le fric des gens en sachant qu'on pourrait les rendre autonomes, mais qu'on ne le fait pas quand même. Et c'est triste, je trouve. Voilà, donc ça a pris un tour un peu triste tout ça, mais c'est pour que vous compreniez que plus vous adhérez à ces méthodes extrêmes qui vous sont proposées par l'industrie du fitness, plus vous allez avoir ces problèmes physiologiques et ces tendances à faire des effets yo-yo, c'est-à-dire perdre beaucoup de poids rapidement, en reprendre beaucoup rapidement, et du coup de plus en plus marcher vers la ligne de la désespérance, où vous êtes prêt à absolument avaler tout et n'importe quoi. Et c'est généralement dans l'épuisement psychologique, dans le dégoût de soi-même, dans la désespérance qu'on accepte les solutions qui sont les plus extrêmes. Et ce n'est pas rare que j'ai des clients qui viennent me voir en DM sur Instagram pour me demander du coaching, qui sont passés par des parcours, une vie entière de régime, quoi. Une vie à essayer la diète cétogène, le régime carnivore, Herbalife, comme j'aime, l'arrêt des glucides, le jeûne intermittent, toutes ces choses en fait qui sont tombées dans leur oreille à un moment où ils étaient désespérés, où ils ont dit ben ouais, je vais balancer 500 balles de plus et je vais faire ça. Et je vais encore y croire pendant le moment où je perds du poids pendant 2 mois et encore être désespéré quand j'en reprends encore plus sur les mois qui suivent. C'est pas rare que j'ai des clients comme ça. Et généralement, les clients qui en sont là, c'est des clients avec qui c'est très difficile de travailler au départ parce qu'ils sont tellement déglingués en termes de confiance en eux et de capacité à faire des efforts parce qu'ils sont épuisés qu'on doit commencer par toucher des petits leviers petit à petit. Un peu d'entraînement, pas trop. Un peu plus de pas trop. La diète, on y va progressivement. Mais c'est la seule manière de faire, en fait. Il faut enlever la culpabilité, il faut enlever la rapidité, il faut enlever la comparaison, il faut essayer de travailler sur le problème tel qu'il est. Malheureusement, le problème, il est différent pour tout le monde. Tout le monde a un problème différent. Personne n'est pareil. Et donc, ça demande de l'adaptation, de l'empathie. Et parfois, ça demande aussi de la remise en question de la part de l'équipe qui suit, parce qu'il y a des fois, on a des problématiques qu'on n'avait jamais vues. Et c'est toujours compliqué, mais on fait toujours ce qu'on peut pour essayer d'aider. Voilà. Mais ce qu'on ne fera jamais, c'est plan à 1000 calories pour tout le monde, perdre du poids d'abord, après on réfléchit, quoi. Ça, on ne veut pas le faire, c'est pas bon. Et voilà. Maintenant, j'ai envie de vous donner une espèce de petite piste sur comment perdre du poids de manière durable, comment je ferais
pour aborder la chose de manière saine pour le grand public sans être trop spécifique, avec quelques idées qui j'espère aideront ceux qui sont bloqués en tout cas. Je vous préviens, je ne pourrais pas faire un truc exhaustif ici parce que ça prendrait probablement 1 heure de plus. Et je ne vais pas faire des podcasts de 2 heures encore parce que je ne suis pas encore persuadé que ça plaît, simplement. Et ça me donnera aussi peut-être une idée pour le prochain podcast. Voilà. Mais en gros, si vous êtes victime de cette industrie, faites appel à mon entreprise. Voilà, fin du podcast. Non, je déconne. Si vous êtes victime de cette industrie, que vous avez essayé des régimes à n'en plus finir, etc., voilà les pistes que je suivrai en premier. Premièrement, je vous dirais de faire un travail de résistance dès maintenant. Si vous ne faites pas de musculation, je ne vous dis pas d'aller vous faire un programme et de vous y mettre 5 jours par semaine, 2 heures par jour. Je vous dis de faire un travail de résistance. Donc que ce soit commencer à la maison avec quelques exercices de base polyarticulaires, genre des pompes ou des pompes sur les genoux si vous ne savez pas faire des pompes, des squats, un élastique attaché autour d'un poteau et on vient tirer pour faire un peu de dos. Juste commencer à faire quelque chose qui engage vos muscles parce que vous en avez besoin. Et j'en ai rien à foutre de ce que vous pensez sur oui, mais quand même, la douleur que j'ai. Non, vous avez besoin de vous muscler. Et en passant, si vous avez des douleurs qui vous empêchent de vous muscler, ben, vous vous musclez avec l'intensité qui fait que la douleur n'est pas insupportable. Dans une très grande majorité des cas, la douleur que vous avez, c'est parce que vous êtes inactif, que votre corps, votre muscle est sous-stimulé et il a besoin de stimulation pour se renforcer. Et généralement, vous travaillez dessus avec un inconfort supportable, donc il ne va pas jusqu'à la douleur, et au bout d'un moment, la douleur disparaît. Bref, travail de résistance en premier. Deuxièmement, je regarderai combien je bois. Et ça, c'est ultra important parce qu'il y a beaucoup de gens qui boivent très peu d'eau. Et ça vient jouer directement sur la façon dont leur corps fait de la rétention d'eau. Pour rappel, si vous ne buvez pas assez d'eau, la réponse de votre corps, ce sera de retenir la flotte. Parce qu'en fait, il a besoin de s'hydrater lui-même. Ce que beaucoup de gens ne comprennent pas, c'est que plus ils retiennent de flotte, plus ils se disent ouais, mais du coup, je bois pas trop parce que sinon, toute l'eau que je bois, le corps la retient. Mais c'est l'inverse en fait. C'est parce que vous ne buvez pas assez d'eau que le corps retient les fluides. Plus vous buvez l'eau, plus vous abaissez le stress qui est soumis vis-à-vis de l'hydratation par votre corps, et plus vous avez de chances que votre corps se débarrasse de l'eau excédente. Vous allez me dire oui, mais on s'en fout, c'est pas du gras. Mais il se trouve que ça joue énormément sur votre psychologie aussi. Parce que quand vous vous levez le matin et que vous avez l'impression d'être une barrique, eh ben, ça vous pousse à des comportements extrêmes. Parce que vous vous dites, ah putain, j'ai encore pris du poids. Et du coup, qu'est-ce qui se passe quand vous vous dites que vous avez pris du poids? Ben, vous vous restreignez. Et du coup, la restriction, ça amène quoi? Eh ben, de la compensation. Donc en fait, le simple fait que vous ne buviez pas assez d'eau, ça peut carrément être une des données qui fait que vous avez en plus des comportements alimentaires qui sont extrêmes. Donc, dès maintenant, moi, je vous dirais de boire 2 litres d'eau tous les jours, tout le monde. Si vous êtes une petite femme, 1,5 litre. Si vous êtes un grand homme, 2,5 litres. Parce que c'est à la portée de tous. Hein. Je ne veux pas entendre que c'est compliqué de boire. Je comprends que vous ayez l'impression de vous noyer si vous buvez comme ça cul sec. Mais vous devez trouver des moyens. Que ce soit une petite gorgée toutes les 5 minutes avec une alarme, que ce soit une bouteille cul sec le matin, je ne sais pas, vous vous débrouillez. Mais c'est vraiment important. Votre corps, c'est 75% d'eau. C'est pas pour rien que vous devez boire de l'eau. Donc, première chose, boire de l'eau. Enfin, deuxième chose, boire de l'eau. Donc, d'abord, le travail de résistance, ensuite, boire de la flotte. Ensuite, troisièmement, je regarderai l'activité passive. Vraiment. Je regarderai vraiment l'activité passive. C'est-à-dire le nombre de pas que vous faites dans la journée, mais aussi les activités que vous faites en général dans votre temps libre. Si vous avez du temps libre, si vous n'avez pas un travail qui vous déreinte et que vous n'avez pas une liste inconséquente, une liste conséquente de choses à faire qui vous gardent occupé sur votre PC ou je sais pas en permanence. Regardez votre activité passive. Est-ce qu'elle est plus tournée sur de l'inactivité physique ou sur de l'activité physique? Je prends un exemple. Est-ce qu'en famille, vous êtes plutôt du genre à rester à la maison et les gosses sont sur la télé le week-end? Ou est-ce que vous êtes plutôt du genre à organiser une petite sortie le samedi après-midi pour aller jouer au tennis ou pour aller marcher ou pour aller faire de la rando, j'en sais rien. Le simple fait que vous puissiez commencer à développer 1 ou 2 activités par mois, par exemple, qui vous poussent vers davantage de mouvement et moins d'inactivité, c'est une réussite à double tranchant, enfin à double action, on va dire, parce que premièrement, vous dépensez plus de calories. C'est pas pour ça que vous devriez le faire, mais vous dépensez plus de calories. Mais deuxièmement, ça vous éloigne aussi des potentielles situations dans lesquelles vous avez peut-être tendance à manger. C'est-à-dire que si vous passez votre journée à la maison à tourner, à être sur vos écrans, etc., vous passez quand même du temps proche de votre placard et de votre frigo, et c'est généralement dans ces zones-là, quand on se fait un peu chier, qu'on a envie de manger. Si vous remplissez votre cerveau d'autres choses, et d'activités qui notamment demandent votre concentration, ou qui font que vous êtes en extérieur, vous n'allez simplement pas penser à la bouffe.
Et c'est ça aussi un des secrets de réussir à perdre du poids, c'est simplement passer du temps en dehors de ces zones où vous pensez à la bouffe. Je vous donne un exemple. Quand je passe 4 heures dans l'eau à surfer et quand je passe 4 heures devant le PC à jouer à la console, l'envie de manger, elle est incomparable. Quand je suis devant le PC, je fous rien, je dépense pas de calories et je peux avoir la dalle. Et quand je suis dans l'eau, je dépense un max de calories et pourtant j'ai pas faim et je pense même pas à manger. Donc en fait, contextuellement, plus vous passez de temps à occuper votre esprit avec des choses qui sont captivantes et qui ne sont pas forcément reliées à la bouffe, ben, plus vous augmentez vos calories dépensées et plus vous baissez vos calories consommées. Donc c'est un investissement en fait de développer des activités qui sont tournées vers l'activité. Euh, Petite parenthèse, ne pas penser que ces choses-là doivent être faites de manière punitive ou obligatoire, ou genre il faut que je fasse une randonnée parce que ça fait partie de ma nouvelle vie. Il faut que ça reste des choses qui sont sans friction, c'est-à-dire que vous ayez envie de faire ces choses-là. Parce qu'à partir du moment où on commence à s'obliger des choses qui sont censées nous faire plaisir, ça ne nous fait plus plaisir du tout, puisque ça devient un devoir. Et c'est aussi un problème que beaucoup de gens rencontrent, c'est de vouloir faire les choses tellement bien, qu'on planifie tellement, qu'on dit ce jour-là je vais faire cette activité-là, là je vais faire tant de pas, nanani. En fait, on essaie d'appliquer quelque chose qui va être rigide sur une vie qui ne l'est jamais. Parce que la vie, c'est pas rigide. La vie, c'est fait d'imprévus. Ça se régule sur la façon dont vous dormez, sur votre humeur, sur les gens qui vous sollicitent autour de vous. Enfin, essayer d'appliquer une structure rigide sur un truc qui bouge, ça n'a pas de sens. Donc en fait, il faut se poser la question sincèrement, qu'est-ce que j'ai envie de faire, qu'est-ce qui m'intéresserait, et essayer de le planifier en mode, ouais, bah, ce week-end, j'irais bien faire ça. Et voir l'envie, en fait. Si vous avez envie de le faire, faites-le. Parce que le fait d'abaisser la friction aussi que vous avez avec vous-même et d'abaisser les attentes que vous avez avec vous-même, ça va vous permettre d'être moins avec cette espèce d'épée de Damoclès. C'est moins ce couteau sur la gorge de je dois faire des choses qui sont bonnes pour moi. Vous les ferez parce que vous avez envie de les faire. Et si vous les faites pas, c'est pas grave. En fait, c'est pas grave s'il y a un week-end où vous avez envie de glander sur le PC, quoi. C'est pas votre nouveau vous, il est pas censé être actif tous les week-ends, mais il est censé avoir le choix. Et il est censé avoir envie de faire quelque chose et parfois pas envie de faire quelque chose, mais que sa norme ne soit pas de rien foutre ou que sa norme ne soit pas de tout le temps faire, de tout le temps faire. C'est dans cette espèce d'approche de un peu plus de liberté qu'on se donne la possibilité d'être un peu plus smooth avec soi-même, un peu plus de se lâcher la grappe en fait. Parce que je sais pas si vous en rendez compte, mais bon, la vie est suffisamment compliquée comme ça pour qu'en plus on se rajoute de la friction de nous-mêmes. Donc se tendre la main et être indulgent avec soi-même, c'est aussi se donner la capacité de respirer et de faire des choix qui sont alignés. Voilà, donc musculation, hydratation et les activités passives. Ensuite, effectivement, je vous donnerai le conseil de vraiment aller augmenter vos pas d'une manière ou d'une autre. Et encore une fois, pas comme un devoir, genre des 23 heures, je devrais faire 10 000 pas, je vais aller faire 2000 pas de plus maintenant. Parce que ça, c'est illusoire de penser qu'on va réussir à le faire tout le temps. Mais de faire des choix qui sont un peu plus alignés avec le fait de marcher plus. Par exemple, arrêter d'aller se garer devant la porte du magasin ou de tourner sur le parking pendant 5 minutes jusqu'à trouver la place la plus proche, mais de volontairement aller se foutre au milieu du parking, là où il y a plein de place, et oui, et de marcher 300 mètres de plus. Parce que ça vous fera pas perdre de temps, c'est pas vrai, et ça vous fera marcher un petit peu plus. Et quand on adopte cette dynamique-là, on se rend compte qu'il y a plein de moments où on peut se garer plus loin, où on peut décider de marcher, mais on le fait pas parce que la voiture, c'est plus rapide. Mais la question que j'ai envie de vous poser, c'est pourquoi vous avez besoin que ce soit rapide? Dans beaucoup de cas, c'est pas ces 5 minutes-là qui vont changer votre vie. C'est-à-dire c'est pas ça qui va bousculer complètement votre quotidien et vous faire déraper et vous faire coucher à 3 heures du mat. Souvent, c'est juste l'habitude qu'on a pris d'aller vite parce qu'on pense qu'il faut que les choses se succèdent comme ça. Et c'est vrai, il y a une forme de temps qui passe vite, surtout quand on a des responsabilités, qu'on a des enfants, qu'on a un train à choper, quand on a des courses à faire et on doit s'occuper de la voiture et qu'on doit rentrer, on doit faire les devoirs, etc. Il y a forcément une accélération permanente. Mais de reconnaître que parfois on n'est pas obligé de vraiment tout rendre rapide, ça peut vous faire des choix qui sont plus alignés avec votre santé et votre stress aussi. Parce que le fait de se coller systématiquement à ce rythme-là, ça vous met quand même dans une dynamique de sans cesse accélérer. Et pour le corps humain, on peut en dire ce qu'on veut, c'est pas super. Notre style de vie sociétal, il n'est pas du tout aligné avec ce que le corps a besoin. Le fait d'être tout le temps à fond la caisse, puis en plus de rentrer chez soi le soir et de s'asseoir sur le canapé et de se mettre sur un réseau social et de scroller à fond la caisse, c'est l'inverse de ce que le corps a besoin. Donc le fait d'aller à l'encontre de ça et de ralentir quand c'est possible,
ça va directement agir sur vous-même, sur la façon dont votre cerveau perçoit les choses. Et vous vous apercevrez qu'il y a beaucoup de choses en fait autour de vous qui ne vont pas si vite que ça, et que c'est vous qui les rendez rapides et urgentes. Et que ça a pour effet de vous pressionner vous-même. Et sur un niveau physiologique, ça peut augmenter votre hypervigilance, ça peut augmenter votre taux de cortisol, ça peut abaisser la qualité de votre sommeil, ça peut vous rendre impatient, ça peut vous rendre aigri, ça peut ajouter de la friction dans la façon dont vous vous adressez aux gens et dont vous répondez aux gens qui vous parlent. En fait, ça peut rajouter de la friction un peu partout sans que vous vous en rendiez compte. Et ça vous stresse. Et du coup, quand vous êtes stressé, qu'est-ce qui se passe? Et vous avez des comportements en réponse au stress. Ça peut être le fait de manger davantage, ça peut être le fait de boire davantage, ça peut être le fait de ne pas vouloir bouger parce que voilà. Vous voyez ce que je veux dire? C'est en fait c'est toujours une succession de dominos qui parfois peuvent partir de simplement de modifications de votre propre comportement. Et c'est important de s'en rendre compte en fait. Ça ne veut pas dire qu'on doit isoler. Encore une fois, on ne va pas verrouiller et avoir une structure rigide parce que c'est généralement ça qui va ajouter plus de stress. Mais des petites prises de conscience à droite et à gauche permettent d'avoir un effet sur le global qui vous amène à moins de friction, plus de facilité et plus de facilité d'adoption en fait, de vos habitudes. Et ça aura des répercussions sur la façon dont vous vous alimentez, mais ça aura des répercussions un peu sur tout. Parce que comme je vous le disais, la perte de poids, c'est la modification de vos habitudes de vie personnelles. C'est pas juste je bouffe moins, quoi. C'est vous vivez différemment. Et ça peut aussi passer par là. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que. Donc, oui, le sport, enfin la musculation, l'hydratation, l'activité passive. Et ensuite, pour le côté alimentation, donc qui est quand même le point principal de pourquoi vous n'arrivez pas à arrêter d'être gros. Je ne vais pas rentrer en détail là-dedans parce que ce serait vous faire un cours sur la nutrition et ce serait extrêmement long. Mais le problème numéro un, qui revient le plus souvent, de ce que je comprends en tout cas à travers les réseaux et les clients, etc., c'est la culpabilité. Je sais, vous attendiez peut-être autre chose, mais en fait, c'est la culpabilité. Vous avez un standard que vous êtes fixé, et le standard, ça peut être cette semaine, je ne mange pas de sucreries, ça peut être je veux peser tant, ça peut être, enfin bref, peu importe le standard que vous vous fixez. Et quand vous n'arrivez pas à l'atteindre, vous vous sentez coupable. Et donc, cette première étape, en fait, dans le circuit, la culpabilité, c'est que ça va amener une réponse. Et la réponse, généralement, ça va être vous qui essayez de corriger le tir. Et comment vous le faites, en général, c'est que vous vous restreignez ou vous avez une réponse opposée à ce qui s'est passé. Je prends un exemple. Vous vous retenez de manger et sur une semaine, vous tenez, vous perdez 700 grammes, vous êtes content. Vous ne devriez pas regarder la balance comme ça au bout de 7 jours en vous disant que c'est bien parce que c'est pas comme ça qu'on regarde une perte de poids. Mais on en parlera dans le prochain podcast de ça. Et sur le dimanche, je sais pas, ou le lundi, vous craquez et vous mangez un cookie, 2 cookies, 7 cookies. Et en fait, vous vous rendez compte que non seulement vous avez trahi votre parole, mais en plus, vous avez mangé tellement de calories que probablement les 700 grammes, vous les avez repris et dépassés. Qu'est-ce qui se passe quand il y a ça? Vous avez des comportements ensuite extrêmes. Vous vous pesez, vous constatez que vous avez pris du poids. Ça peut être que de la flotte, mais visuellement, vous n'arrivez pas à vous en défaire. Et donc, vous vous dites, cette fois-ci, je vais tenir et je ne vais plus manger de cookies jamais de ma vie, par exemple. Ça peut être une réponse illusoire. Vous savez que vous allez le faire au bout d'un moment, mais vous vous punissez, en fait, en vous disant que vous n'allez pas le faire. Ça peut être la première chose. Un deuxième, ça peut être, OK, j'ai encore une sensation de contrôle, j'ai mangé tant de cookies, demain je vais manger beaucoup moins, parce que je me suis déjà suffisamment alimenté comme ça, mon corps n'a pas besoin, demain je mangerai moins et ça ira mieux. C'est faux, c'est pas parce que vous avez mangé 7 cookies le dimanche que lundi vous n'avez pas faim. Au contraire, votre corps il va vous dire comme tous les matins j'ai faim, comme tous les midis j'ai faim, et vous allez dire non. Donc en fait, vous allez encore plus vous éloigner de vos signaux de faim, vous allez encore plus vous éloigner de ce que votre corps vous dit, et vous allez résister en ignorant ces choses-là. Et ça, si vous comprenez un peu là où je veux en venir depuis le départ, vous allez dans le sens opposé de ce qu'il faudrait. Plutôt que de vous aligner avec ce que vous avez besoin, vous essayez de faire fonctionner un truc rigide qui ne colle pas à vos besoins. Donc, vous voyez pourquoi c'est comme vouloir mettre des triangles dans des carrés, quoi. Malheureusement, encore une fois, cette réponse-là, elle est illusoire parce que vous savez, même inconsciemment, vous savez très bien que vous ne pourrez pas vous restreindre perpétuellement. Et viendra un moment où il y aura le craquage. Donc, vous reprenez une sensation de contrôle en vous alimentant moins le lendemain. Et ça peut être le soir même, ça peut être le jour d'après. Vous crevez la dalle, votre corps vous le dit, vous ne vous sentez pas bien, et vous recraquez. Vous recraquez et vous mangez tout ce qu'il y a dans les placards. Et là, vous mangez même pas forcément des choses qui vous font plaisir. Vous mangez juste des trucs genre du pain avec un fond de reste,
des cacahuètes, des trucs. Parce que en fait, vous êtes dans un seuil où votre corps il est en mode faut me filer à bouffer là. Faut me filer à bouffer. C'est même pas de l'envie d'un cookie spécifiquement, c'est faut me filer des trucs à bouffer parce que j'ai la dalle. Et du coup, vous mangez n'importe quoi. Et là, on repart dans ce circuit de culpabilité et vous vous demandez ce qui ne va pas chez vous. Et du coup, vous avez encore plus de phases de restriction. En fait, ce circuit-là, il peut durer des mois, il peut durer des années, il peut durer des décennies, hein, sans que vous compreniez le pourquoi. Et par conditionnement, ce chaos devient votre norme et votre cerveau reconnaît ce chaos comme quelque chose qu'il connaît. Et donc, forcément, c'est beaucoup plus facile de répéter le chaos que d'en sortir avec des habitudes qui sont nouvelles. Ce qui fait que vous vous armez progressivement et vous bétonnez en fait ce circuit qui n'en finit jamais de perte de contrôle, de reprise de contrôle, de perte de contrôle, de reprise de contrôle. Et paradoxalement, en dézoomant, c'est cette espèce de régularité-là, dans le chaos, qui vous donne une sensation de contrôle. Et du coup, vous n'arrivez plus à vous en sortir du tout. Donc le problème, enfin le dernier conseil que je vous donnerais pour essayer de perdre du poids de manière saine, ce serait de ne plus laisser la culpabilité prendre la parole. Donc ça veut dire que si vous avez envie de manger quelque chose, vous le mangez. Vous ne vous dites pas que ça ne s'aligne pas avec le standard. Je vous donne un exemple. Moi, je mange 1 ou 2 Magnum, les glaces là, par semaine. Je mange une pizza à peu près par semaine. Je mange un burger à peu près par semaine. Je mange une focaccia à peu près par semaine. Je mange 1 ou 2 cookies par semaine. Comment c'est possible que je mange autant de trucs qui sont hors plan, entre guillemets, qui ne sont pas des plats cuisinés, et que j'arrive à garder pourtant un corps plus ou moins sec? Mais la réponse, c'est que ce sont des choses qui ponctuellement me font plaisir, mais que je ne m'interdis pas. C'est-à-dire que je vais avoir envie d'un cookie, je vais aller à la boulangerie, je vais marcher jusqu'à la boulangerie, je vais m'acheter un cookie, je vais le manger. Je vais pas le défoncer parce que je ne suis pas dans une phase où je me suis retenu depuis 3 semaines. Des fois, le cookie, j'en mange la moitié et je fous le reste au frigo. Oui, je sais, ça vous paraît inconcevable, mais peut-être que si ça vous paraît inconcevable, c'est parce que vous avez mis le cookie dans cette catégorie de choses qui sont tellement addictives, tellement que vous n'avez pas le droit, tellement c'est bon, que ça vous paraît inconcevable de ne pas le finir. Mais moi, ça me paraît inconcevable parce que j'en mange quand je veux. Et du coup, le cookie, des fois, je le finis pas. Des fois, je le finis, hein. Des fois, je le finis pas. La pizza, c'est pareil. Des fois, je mange une pizza entière, des fois, je la mange, je laisse 2 parts pour le lendemain matin. En fait, c'est le fait d'avoir le droit de manger ces choses-là quand j'en ai envie qui font que j'ai pas un comportement excessif quand je les mange. Et il y a certaines semaines où tout ce que je vous ai dit là, le burger, la pizza, les magnums, etc., ils sont tous dans une semaine. Et vous savez ce qui se passe? Je prends 1 kilo. 1 kilo, il y a peut-être 700 grammes d'eau, il y a peut-être 300 grammes de gras, et il se passe rien en fait. Il n'y a absolument rien qui se passe dans ma vie perso qui m'angoisse. Ouais, j'ai pris 300 grammes quoi. Et la semaine d'après, ça s'équilibre. Ça s'équilibre parce que vu que j'ai fait une semaine où j'ai mangé un peu plus, ça m'a fait plaisir. J'ai pas le besoin d'en rajouter davantage. Je me dis ouais, bah, j'ai bien profité la semaine dernière. Je me dis même pas que je vais faire gaffe en fait. J'ai pas forcément l'envie d'en manger davantage. Parce que je ne laisse pas la culpabilité prendre le dessus. Et pourtant, la culpabilité est toujours là. Il y a toujours cette petite voix qui me dit ouais, mais attends, t'es influenceur sur les réseaux, ton corps c'est aussi ton outil de travail. Si tu manges une pizza puis 2 magnums, ça veut dire que là t'es en train de te laisser aller. Demain il y aura plus de gras. Si jamais tu fais une vidéo, ça va se voir. Ouais, mais qu'est-ce que j'en ai à battre en fait? Je sais que la voix elle a du poids pour tout le monde et que c'est tout le temps cette espèce de, de narrateur interne qui nous fait croire qu'on doit faire des choses, mais putain, regardez autour de vous, vraiment, il n'y a rien qui se passe, il n'y a rien qui vous oblige à faire quoi que ce soit, quoi. C'est vous et vous-même, et la façon dont vous vous infligez cette pression, la façon dont vous laissez ces signaux extérieurs décider pour vous ce qui est bon pour vous. Mais en réalité, c'est vous qui prenez la décision au bout d'un moment. Et croyez-moi que cette espèce de sérénité que j'ai par rapport à la bouffe et par rapport à mon corps, je ne l'ai pas toujours eu. J'ai été skinny fat, j'ai été plus gras, j'ai été alcoolo. Quand j'ai compté mes calories, je vous donne un exemple qui marche bien. Quand je comptais mes calories avec mon corps, j'étais pas aussi sec que maintenant. C'est incroyable, parce que tu te dis, quand je compte mes calories, je devrais être parfaitement en contrôle de ce qui se passe. Ben non, en fait. Parce que les calories que je mangeais, elles étaient basées sur quoi? Sur le nombre de pas exact que je faisais. Sur le nombre de séances à la salle que je faisais. Et c'était des calories qui se répétaient. Donc j'avais le droit entre 2700 et 3000 calories par jour avec mon activité. C'était un poil élevé, mais ce qu'on voulait faire, c'était du lean bulking. Donc en gros, pas une prise de masse, mais genre un léger surplus pour être tout le temps dans un contexte nutritionnel qui permet au corps de créer de la masse musculaire. Ce qui se passait avec ces calories-là, c'est que mon coach il m'avait dit tu as le droit à 20%, ou à peu près 20% de plus ou de moins que tes calories tous les jours. Et donc, en gros, je devais m'organiser pour manger ce total de calories-là, et si je dépassais de 20%, c'était pas grave. Ou si j'étais à 20% en dessous, c'était pas grave non plus.
Mais ce qui se passait la plupart du temps, c'est que j'arrivais à mon seuil de calories, 2700. Et c'est pas parce que j'avais le droit à 20% de différence que ça devait se répéter tous les jours. C'est plus genre, tu vas au resto, tu as le droit à 20% de plus. Tu vois. Donc je devais estimer mes calories, prendre des photos au resto avec ChatGPT et tout. Tu vois. Tu sais, en rétrospective, c'est bien quand tu as un objectif, mais c'est pas bien pour la vie de tous les jours. Quoi. Ce qui se passait, c'est que j'atteignais tout le temps mon seuil de 2700 calories, à peu près. Donc il y a des fois où j'avais plus faim, mais parce que je me disais que je devais coller au plan, je mangeais quand même. Donc je me faisais un repas avec beaucoup de volume, et en fait, j'avais quand même à la fin, j'avais plus envie de manger, mais je me forçais. Donc hop, encore un signal. Tu sais, ton corps il te dit non, c'est bon, j'en veux plus. Toi, tu dis si, on va manger. Il nous reste 400 calories là. Du coup, tu n'écoutes pas ton corps et tu manges. Et il y a des fois où je dépassais parce que je suis au resto, tu vois, et c'est normal. Et je disais à mon coach, là j'ai dépassé, je me rentrais le nombre de calories que j'avais mangé, pas de souci. Le problème, c'est que en étant tout le temps au seuil de calories visé de 2700 à 3000, et en étant parfois au-dessus, ben, ça faisait que j'étais un peu trop au-dessus. Et donc mon physique était tout le temps un peu gras, pas un peu, tout le temps un peu flotteux, tout le temps un peu moins clean, on va dire. Tout ça parce que je comptais mes calories, mais que je n'écoutais pas mes signaux de faim. Et à la seconde où j'ai arrêté de compter mes calories, je n'écoutais que mes signaux de faim, je me suis rendu compte que je mangeais moins et que mon corps était un peu plus sec, sans faire d'effort. Et c'est ça qui se passe quand on s'aligne et qu'on enlève la culpabilité. Parce que en comptant mes calories, de fait, j'avais de la culpabilité. Parce que je me disais, là, j'arrive pas à finir, il faut que je me force. Et quand je dépassais, je me disais, ah merde, déjà que je suis tout le temps en maintenance, si en plus je dépasse de temps en temps, et hop, culpabilité, tu vois. Alors que j'étais censé être en contrôle. C'est le paradoxe, en fait. Donc, essayez de voir jusqu'à quel point la culpabilité fait partie de vos comportements alimentaires. Parce que c'est ça qui, généralement, va déclencher les problèmes extrêmes derrière. Et il y a énormément de gens qui vont pas être d'accord avec ça parce qu'ils ont une sensation de contrôle absolu. Mais généralement, le contrôle, il vient pas de la sérénité dans l'assiette, il vient d'avoir une structure qui est tellement rigide que les écarts ne sont presque pas possibles. Et donc, effectivement, ils contrôlent leur poids, mais je ne suis pas sûr qu'ils contrôlent leur rapport émotionnel à l'alimentation. Il y en a pour qui ça marche très bien toute leur vie et qui restent abdos secs jusqu'à 70 balais, c'est très bien. Mais je ne pense pas que ce soit ni l'envie, ni le meilleur profil pour la plupart des gens. Je pense que la plupart des gens, ils ont envie de pouvoir faire exactement ce que moi je fais en fait, c'est-à-dire bouffer un peu tout quand on veut, et surtout de se décrocher de ce besoin de se passer au pain fin de manière incessante et à paniquer dès qu'il y a un peu plus de gras, un peu moins de gras, quoi. Et parenthèse, qu'on prenne du gras en hiver, c'est normal, et qu'on en perde en été, c'est normal aussi. Hein. Enfin, tous les animaux font ça, ça fait partie du cycle. C'est dingue que cette putain d'industrie nous fasse croire que c'est pas normal. C'est normal. Hein. Et puis, je vais même rajouter que dans des phases de vie qui sont difficiles, c'est normal que tu manges un peu plus. Dans des phases de vie où ça booste un peu plus, c'est normal que tu manges un peu moins. Le corps, il s'adapte à ces besoins-là. Le fait qu'on prenne du gras, c'est pas « Ah merde, il se passe un truc pas bien ». C'est le corps qui fait son taf, quoi. Après, quand tu dépasses et que tu en prends beaucoup et que tu deviens obèse, ben, c'est probablement parce qu'il y a un truc qui déconne, mais c'est pas juste le fait de manger. C'est qu'il y a quelque chose dans ta vie, dans ton alimentation, qui t'amène en fait à cette espèce de dérégulation. Et il faut travailler sur ça. Pas juste sur le fait que je suis gros, je vais arrêter d'être gros. C'est qu'est-ce qui m'amène à être gros, en fait. Voilà, donc pour un petit résumé de ce qu'il faut faire si vous voulez démarrer une perte de poids durable. L'activité physique, l'hydratation, l'activité passive et la culpabilité dans l'assiette. Essayer de s'en débarrasser. Voilà. Donc, sur le prochain podcast, peut-être que je vous ferai une méthode en entier pour perdre du poids, mais bon, encore une fois, c'est compliqué d'appliquer du conseil global à des gens au spécifique. Mais il y a quand même des choses que je pourrais développer. Donc, vous me mettez en commentaire si vous avez envie que je parle de ça. C'est pas du tout dit que ce sera le prochain. S'il faut, ce sera un podcast dans le futur où j'aurai envie de parler de ça. Mais voilà, je vous remercie de m'avoir écouté, très sincèrement. C'était le podcast le plus long que j'ai jamais fait, celui-là, 1h08. Wow, ça commence à être costaud, là. Merci à tous ceux qui me suivent, merci à vos commentaires, je les lis tous, je réponds pas toujours. Mais je vous remercie infiniment de prendre le temps de m'écouter et j'espère que ces formats-là vous plaisent. Moi, ça me plaît énormément de faire ça, donc je pense que je vais continuer à le faire. Et voilà, c'était Vulgaire et Sincère, épisode 4. On se revoit pour l'épisode 5 et je vous fais un bisou sur l'épaule. On reste soft aujourd'hui. Allez, bonne journée et soirée. Bisous.